Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un deuxième épisode spécial de Retour au stand. Cette fois-ci, nous n'allons pas noter les pilotes, mais nous allons nous projeter sur la saison 2023. Et oui, parce qu'il faut déjà s'intéresser à ce qui va se passer dès mars prochain. Alors Clément, une nouvelle fois, tu seras avec moi pour un peu parler de cette saison. Déjà, si peux décrire ce que tu attends de la saison 2023, pardon, comment tu jugerais cette saison déjà 3 mois avant? Oh bah, forcément excitante. Là, voilà, on est en fin de saison, on se projette déjà sur la prochaine parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer en piste. J'aimerais un petit peu plus de bataille devant, même si on a eu des grands prix fabuleux. Je repense à Silverstone avec cette phénoménale bataille à 5. Mais il y a eu des courses un petit peu trop gagnées facilement par Red Bull. Mm. Mais la voiture était nettement au-dessus de Ferrari et de Mercedes. Je pense qu'on va avoir un petit resserrement des niveaux concernant le top 3. J'aimerais pourquoi pas que McLaren et Alpine Ouais. grimpent de quelques petites marches pour pourquoi pas titiller sur certaines courses un peu spéciales en fonction des caractéristiques de la voiture, viennent donner du fil à retordre aux trois teams qui sont nettement devant. Et puis, forcément, il y a l'excitation de voir les rookies en place, que ce soit Logan Sargent, Oscar Piastri ou Nick De Vries également. En qui je fonde de gros espoirs, puisque je pense que c'est un pilote de très grande qualité. On l'a vu se dépatouiller de tout ça dans toutes les catégories. 2023 promet quand même avec une saison à rallonge. À rallonge et ce sera d'ailleurs l'une de nos parties. Perdons pas de temps. Notre première partie va s'intéresser voilà, à déterminer quelle sera la première force du plateau en ce début de saison. On sait que Red Bull, avec les pénalisations financières et la réduction de 10% de son temps de développement en soufflerie et de la voiture, ça va s'impacter peut-être sur leur performance du début de saison. Alors, certains se prêtent à dire qu'il y aura 2 à 3 dixièmes voilà, de perdus pour les deux voitures Red Bull face à leur adversaire. On pense que Max et Sergio et puis Christian Horner et tout le team Red Bull vont essayer de trouver les solutions le plus rapidement possible. On sait que Ferrari a anticipé 2023 peut-être un peu plus tôt que chez Red Bull dès lors que Charles n'était assuré de ne plus être champion du monde. On sait aujourd'hui que Mattia Binotto ne sera plus le team principal, donc il va y avoir du changement, des stratégies différentes. On sait qu'ils ont appris de leur erreur parce qu'ils avaient une voiture plutôt de qualif et non de long relais. Donc, Ferrari peut-être va gagner en puissance, va gagner en performance. Et puis, on a Mercedes qui s'est réveillé dans cette fin de saison 2022. Toto Wolff a fait savoir que la voiture aura un autre design. Ils vont repartir de zéro sur cette voiture 2023. Alors, pour toi, Clément, comment tu vois les choses? Est-ce que Ferrari peut dépasser Red Bull, comme ils l'ont fait d'ailleurs lors des 5 premiers Grands Prix de 2022. Comment tu vois cette hiérarchie en ce début de saison? Et sur les notes, j'ai mis Mercedes devant Ferrari. Je m'explique. Je pense que sur la suite de cette saison, Mercedes a très très bien travaillé. Alors après, c'est toujours le même débat. Est-ce que Mercedes, depuis le mois de juin-juillet, a beaucoup travaillé sur la livrée 2022 ou s'est laissé du temps pour travailler sur la livrée 2023? On a vu Toto Wolff en fin de saison rester en Europe et ne pas venir sur les Grands Prix, ce qui signifie certaines choses. Il y a ce que tu dis, repartir de zéro en termes de design peut être risqué parce qu'on a vu que la Mercedes fonctionnait parfaitement dans cette deuxième partie de saison avec une fin de saison tonitruante, notamment avec la victoire de George Russell. Ferrari, de son côté, oui, est déjà depuis juin ou juillet sur la voiture 2023 avec beaucoup de boulot à Maranello. Moi, j'ai tendance à dire Mercedes devant Ferrari, mais bon, où placer Red Bull? Là, on est dans l'inconnu la plus totale. Tu parles
des sanctions qui vont leur être données. On sait qu'il y a un nivellement avec un certain pourcentage d'utilisation des souffleries ou des éléments aérodynamiques chez certaines écuries, c'est-à-dire que le champion a un petit peu moins de temps, les équipes du bas de tableau ont un petit peu plus de temps. Tout ça, c'est un peu flou parce qu'on n'est pas vraiment spécialiste on ne peut pas quantifier le débours en dixième, mais la baisse de travail en soufflerie va forcément impacter la saison Red Bull. Je pense plutôt au début qu'à la fin, sauf si en cette fin de saison, avant que le coup près tombe, Red Bull a travaillé aussi en amont sur cette voiture 2023. Eux ont des certitudes. Ça, c'est clair, net et précis. Ils savent où ils veulent aller, ils savent comment ils vont aller. Ils ont une équipe fantastique, sûrement le meilleur staff, les meilleurs mécanos et tout ce qu'on veut en termes du paddock F1. Mais voilà, on a tous hâte, pas d'être au test, mais en tout cas d'être au week-end du 3, 4 et 5 mars sur ce beau tracé de Sakir à Bahreïn. Et j'aurais tendance à dire peut-être Mercedes, Ferrari, Red Bull, mais je ne sais vraiment pas où placer Red Bull avec cette sanction juste, sévère mais juste, ou juste mais sévère. À toi de me dire comment tu veux l'intégrer. Moi, je pense que Ferrari sera devant donc la première force au début de saison. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ils ont anticipé cette saison 2023. Parce qu'ils vont apprendre de leur erreur. Donc, je pense qu'ils vont être plus forts encore dans tous les secteurs où ils étaient pénalisés et plus faibles en 2022. On verra ça, je pense, mais du coup que Ferrari aura un petit avantage en début de saison. Red Bull, forcément, on ne sait pas, on est dans l'inconnu comme tu as dit, mais voilà, ils savent où ils veulent aller parce qu'ils ont eu la voiture parfaite en 2022, donc forcément ils partent pas de zéro, la voiture ne sera pas non plus totalement différente de 2022, donc forcément ils vont avoir des acquis déjà, donc ils se battront certainement pour des podiums ou des quatrièmes places, mais je dirais que Ferrari et Mercedes auront un avantage sur Red Bull au mois de mars-avril et qu'au fil des Grands Prix, Red Bull aura peut-être la clé pour aller les chercher. En tout cas, on parle quand même, Quentin, d'une réglementation qui ne change pas. Donc, c'est-à-dire que Red Bull et Ferrari ont compris très tôt la réglementation 2022, 2023, 2024. Donc, c'est un avantage certain pour Red Bull et un petit peu pour Ferrari, même si Ferrari a toujours ses problèmes de fiabilité. Red Bull reste la force numéro 1 qui a réussi la transition 2021-2022. Et c'est pour cela, donc, je pense que l'écart ne sera pas si élevé que ça entre les trois top teams en début de saison. Pour moi, il y a un léger avantage pour Ferrari, mais je ne pense pas qu'il y aura un écart de 2 à 3 dixièmes. Ou alors, voilà. En tout cas, Red Bull va réussir à compenser ce retard. Et je pense que finalement, la saison va débuter sous les chapeaux de roue avec 3 top teams qui seraient en mesure de se battre tout de suite pour les victoires. Après, voilà, Mercedes aussi, c'est quand même un point d'interrogation. Tout changer, est-ce que ça va les retarder? Ou alors, voilà, ils vont passer tous les jours de décembre et de janvier à l'usine. Et il va falloir travailler dur, encore une fois, parce qu'ils ont travaillé dur tout le long de la saison 2022. Là, ils vont devoir retravailler encore plus, redoubler d'efforts. Attention au budget, attention au dépassement de budget. On sait que ça commence déjà tôt dans la saison, ce coup près. Cette pression du salary cap et de la somme d'argent mise à disposition des équipes. Donc ça aussi, ça va compter. Et on sait que les heures de travail sont aussi comptées chez la FIA. Donc tout cela fait qu'on peut avoir un début de saison absolument dantesque avec 3 courses en un mois. C'est Bahreïn, Arabie Saoudite et Australie, sachant qu'on a la Chine où on ne devrait pas courir à Shanghai le week-end du 14, 15 et 16 avril. Rien d'officiel encore pour la Chine, mais effectivement, 3 Grands Prix sur un mois qui devraient être assez excitants. Je rajouterais sur Mercedes que, voilà, par rapport au salary cap, Toto Wolff était bien sûr qui plaidait pour le plus de sanctions possible pour Red Bull. Lui a dit, si c'est comme ça, nous aussi, on va dépasser le budget. Donc, c'est certainement du bluff, bien sûr. Mais Mercedes, attention, comme tu l'as dit, au budget.
En tout cas, moi, voilà, je vois quand même un peu les choses comme ça, avec Ferrari qui est quand même aura un léger avantage sur Mercedes et Red Bull. Mais par contre, je n'arriverai pas à dire si Red Bull sera devant Mercedes et inversement. Moi, je ne vois pas les choses comme Non, ça. on entend à gauche, à droite, tu l'as dit, 2, 3 dixièmes. Certains parlent de 5 dixièmes pour ce qui est des plus pessimistes. Mais quand on parle de 5 dixièmes, on sait que Red Bull avait 2 ou 3 dixièmes d'avance sur cette saison. Donc, plus, moins, moins, plus, on est pour l'instant sur du calcul un peu science-fiction, hein. En tout cas, juste pour revenir aux pilotes, puisque là, on parle des écuries, du travail, des performances et des fiabilités, je pense vraiment que l'année 2023 sera celle de Charles Leclerc. Alors, je sais que je m'avance et que c'est ce que Mais je dis. non, lançons les paris. Lançons les paris. On est là pour faire des projections. Après, Ouais, on passera peut-être pour des idiots entre guillemets au courant de dans le courant de la saison 2023. Mais il faut se lancer. Lançons-nous dans ces paris-là, puisque il faut faire monter la pression, monter le popcorn pour ce qui est de 2023. exactement. Et je dirais même que le trio de tête sera Verstappen, Leclerc, Russell, pas dans cet ordre-là. Mais en tout cas, je le sens bien plutôt comme ça, avec la génération dorée, on pourrait dire ça, de la Formule 1. Donc à voir, hein, cette hiérarchie entre les trois top teams. On a encore beaucoup d'interrogations. On ne sait pas encore tout. Peut-être que durant le mois de décembre, on va apprendre des choses, durant le mois de janvier. Et à ce moment-là, on pourra refaire un épisode de retour au stand pour évaluer un peu cette hiérarchie. Allez, on valide, on valide. Les paris 2023, ça sera peut-être l'un des premiers podcasts de la saison 2023, en Exactement. essayant d'avoir un petit peu plus de personnes au rendez-vous pour, pourquoi pas, nous challenger sur ces paris de la saison à venir. Exactement. Alors passons à notre deuxième partie qui sera consacrée donc à ce duo que nous attendons tous, ce duo de Français Esteban Ocon et Pierre Gasly qui seront tous les deux chez Alpine l'an prochain. Un duo qui excite, voilà, qui fait raviver la flamme des Français pour la Formule 1. Alors, ils ont un parcours similaire, hein, on le sait, ils ont à peu près le même âge, ils sont nés en Normandie, ils sont tous les deux vainqueurs de Grand Prix, ils se sont hissés sur le podium en Formule 1. C'est assez dingue de les voir maintenant tous les deux dans la même équipe, dans la même écurie en Formule 1. Mais on sait qu'ils ont eu des chemins assez différents. Ils ont galéré, on va dire, de leur côté, avec Esteban Ocon, qui à un moment n'avait plus il avait plus sa place en Formule 1, qui était pilote de réserve chez Mercedes, qui assistait aux courses à côté de Toto Wolff. Et puis on a Pierre Gasly qui n'a pas eu sa chance chez Red Bull, qui en tout cas il l'a eu, mais qui n'a pas réussi voilà, à aller plus loin que ça. Finalement, ces deux champions, entre guillemets, ont réussi voilà, à gagner leur Grand Prix, à devenir des pilotes, des super pilotes. Et maintenant, ils sont à deux. Alors, le contexte, c'est Esteban Ocon est chez Alpine Renault, va entamer sa quatrième saison, il me semble, hein, chez Alpine Renault. Il a résisté à Alonso. Il est passé devant Fernando Alonso au classement pilote. Et Gasly, lui, a mené une petite équipe du mieux qu'il le pouvait. Il a été leader dans une écurie. Comment vois-tu les choses? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà établir une hiérarchie ou alors attendre les combats sur la piste? En tout cas, moi, je serais d'avis de dire, sur le papier, qu'Esteban Ocon serait plutôt le numéro 1 et aurait plus les coups des franches, comme on dirait dans un autre sport, pour mener l'écurie alpine. Déjà, je te soupçonne d'avoir piraté mon ordi et d'avoir piqué mes notes Ah, parce que tous les arguments que tu as dit dans cette présentation étaient notés dans les notes. Donc, j'ai rien je ne fait. sais pas si tu as une grande capacité sur les ordinateurs à pouvoir entrer dans les ordis des uns et des autres. Non, trêve de plaisanterie, je pense que on a là deux grands travailleurs, mais il va y avoir une pression. Deux pilotes français dans une écurie française, c'est pas simple à gérer. Vraiment, il va y avoir des grosses attentes et on sait que les fans de F1 en France sont de plus en plus nombreux. On l'a vu à Paul Ricard, on le voit à Monaco, on le voit sur certains grands prix frontaliers, que ce soit Monza ou la Belgique, où il y a de plus en plus de fans français qui se rendent sur les grands prix. Ils vont avoir cette pression-là à gérer. Attention, j'ai un petit doute moi sur la direction.
sur les patrons d'Alpine, que ce soit à Paris ou dans l'écurie F1. Il va falloir gérer des égos qui sont très élevés chez les uns et chez les autres. Mais bon, c'est deux compétiteurs. Et le fait de dire que ce sont deux pilotes vainqueurs de F1, c'est très spécial à dire, mais ça compte énormément dans le processus de progression qu'ils ont entamé. Ils n'ont que 26 ans tous les deux. Ils n'ont pas encore atteint la maturité en F1. Pour ce qui est des numéros 1 et numéro 2, je ne sais pas, mais il va falloir peut-être attendre 5-6 courses avant de décider qui de l'un ou de l'autre va prendre le lead, s'il y en a un qui prend le lead. Je ne suis pas certain de ça. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est les frustrations des uns et des autres, de Esteban Ocon et de Pierre Gasly, si la voiture, encore une fois, ne se montre pas fiable. On sait que c'était le souci de Renault, on sait que c'est le souci d'Alpine. Et là, il va falloir gérer vraiment les frustrations, les coups de sang, parce qu'on sait qu'ils en sont capables, les deux. Donc, je dirais que oui, le duo tricolore va fonctionner, mais il va falloir que l'écurie, dans tous les secteurs, soit au rendez-vous, sur la piste, en interne, aux réunions. Mais j'ai aucun doute sur la capacité de travail et d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly à vraiment pousser la voiture vers le haut. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Donc, il faut retenir, c'est pour l'instant, la hiérarchie, il n'y en a pas. Il faudra attendre les courses. Ensuite, c'est à Alpine de faire le meilleur boulot possible pour donner une voiture compétitive aux deux. Maintenant, c'est l'entente. On a beaucoup, quand Pierre Gasly a été officialisé chez Alpine, on a beaucoup parlé de l'entente entre les deux. On a vu lorsque l'officialisation a été... lorsque les deux pilotes ont parlé ensemble et qu'il y a eu des photos, etc., on a eu des paroles, on a eu des interviews où les deux ont dit « nous sommes prêts à travailler ensemble ». On a eu des rivalités par le passé, maintenant c'est fini. Est-ce que toi, ça te rassure ou alors tu as toujours cette petite crainte que les deux pilotes ne s'entendent pas et que ça mène à des combats et à des drames dans l'équipe? J'ai une expression que j'aime ressortir souvent: après les paroles, place aux actes. Ouais. Ils nous ont montré par les paroles qu'ils vont s'entendre, qu'ils devraient s'entendre si on utilise le conditionnel. On va le voir maintenant à l'écurie, on va le voir en piste. Est-ce que tous les deux vont aller dans le même sens pour hausser leur niveau et monter la voiture peut-être au niveau du top 3? Ça, c'est une vraie question, parce qu'on l'a vu, on a vu une Alpine très rapide. Moi, j'ai forcément un doute. On le sait que c'était deux gamins, entre guillemets, qui s'entendaient très bien en jeune, et au fil des années, la relation s'est un peu dégradée. Il y a eu une crise d'adolescence. Il y a eu une crise d'adolescence. Voilà, la fameuse crise d'adolescence. Tu as bien raison. Maintenant, c'est sur le côté privé que ça se joue. À la famille d'Esteban Ocon, à la famille de Pierre Gasly, je ne sais pas, pourquoi pas de créer un peu plus de liens, de faire des repas. Je ne leur dis pas de passer Noël et de s'offrir des cadeaux. Non, mais tu as raison. Ça se joue là-dessus. Ça se joue aussi en haut lieu chez Alpine pour vraiment fixer des règles, éviter que l'un ou l'autre ne sorte du rail et franchisse la fameuse ligne jaune. Donc tout ça, ça se joue en amont, ça se joue en ce moment pour que tout se passe bien mi-février, fin février, lors des premiers tests. C'est vraiment à eux de mettre de l'eau dans leur vin, de se calmer, de vraiment travailler ensemble pour un projet commun. J'aime dire là aussi que j'ai horreur de voir les gens travailler pour leur intérêt personnel et non pour l'intérêt commun. Là, l'intérêt commun, c'est Alpine, de porter Alpine vers le haut. Et donc, c'est au duo de se mettre ensemble pour l'intérêt commun, c'est-à-dire pour voir Alpine essayer de grappiller un podium ou plus. Tu as très bien résumé, et je conclus en disant que si le duo avait été placé ensemble il y a 2 ou 3 ans, j'aurais eu peur, beaucoup plus peur, mais là je pense qu'ils sont matures en tant qu'hommes,
qui sont assez matures en tant qu'hommes pour travailler ensemble et pour l'intérêt commun, comme tu l'as dit. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis. Après, ça sera sur la piste que ça va se jouer et on n'est jamais à l'abri d'un petit drama chez Alpine. Clément, je te propose de passer à notre dernière partie consacrée à la saison 2023 en général. Une saison qui va être plus longue avec 24 Grands Prix et 6 courses sprint. La F1 se développe, la F1 gagne de l'argent, la F1 veut aller dans les pays où ça rapporte. Mais est-ce que ce rallongement de la saison n'est pas un peu néfaste pour les sportifs? Ouais, on va avoir une saison donc, entre 23 et 24 Grands Prix en fonction du Grand Prix de Chine entre le 5 Ouais. mars et le 26 novembre, ce qui sera plus long que cette saison qui s'est arrêtée à cause de la Coupe du Monde. Pour moi, il y a trop de courses sprint de prévues, il y en a 6. Moi, je serais vraiment resté à 3-4. Je trouve que le système Ouais. est correct sans plus. C'est un format qui est très critiqué par les pilotes et notamment Max Verstappen qui n'apprécie pas trop cette course en plus. Alors, on a donné l'idée en F1 à la moto. La moto n'a pas très bien pris parce qu'il y aura des courses sprint, je crois, tous les week-ends. Alors là, c'est pire pour eux, les pauvres. Ouais. Voilà, je sais qu'il faut aller chez les uns et chez les autres, qu'il faut aller aux États-Unis parce que la FOM est américaine. C'est un calendrier qui est quand même très très long, et il y a des incohérences terribles. Pourquoi placer Miami entre Bakou et Imola? Pourquoi placer le Qatar entre le Japon et Austin, même si on comprend que voilà, c'est faire Asie, Moyen-Orient, États-Unis. Il y a des choses que je ne comprends pas et c'est un peu énervant. Je sais qu'il faut parler un peu d'écologie et tout ça, mais là, on fait des allers-retours qui sont assez incompréhensibles. Pourquoi pas mettre Miami collé au Canada? Alors, je sais qu'il va faire chaud à Miami et il fera peut-être plus trop froid au mois de mai au Canada, mais bon, tout ça, ça se gère. Je trouve qu'il y a encore un peu trop d'incohérences. Et concernant le Grand Prix de Las Vegas, ça sera le 18 novembre, je crois, aux alentours du 18 novembre. C'est ça. On a vu les plans de ce circuit et je ne suis pas forcément rassuré avec ces longues lignes droites et ces gros freinages. Je sais qu'il va falloir mettre le réveil entre 3h et 4h du matin le dimanche et non pas le lundi. Mais je ne suis pas vraiment emballé. Et on est fan de F1, mais ce qui se passe, c'est un petit peu trop. Trop de courses sprint, trop de courses et peut-être pas assez de respect pour le pilote. De respect pour le pilote, puis et les écuries. Pour les écuries. Parce qu'on pense pas à eux, mais les mécaniciens, quand il faut terminer, même s'il y a des règles plus strictes, quand il faut terminer à minuit, 1h, 2h du matin, eux aussi prennent dur. Et puis forcément, l'argent est roi et voilà, on perd aussi un Grand Prix de France, il ne faut pas l'oublier. Il y a des Grands Prix qui sont sous la menace de ne plus être au calendrier. Et ça aussi, ça a fait beaucoup débattre au milieu de saison 2022. Il y a un peu cet esprit de tradition et d'ancienneté qui se perd un peu au profit de l'argent et de nouvelles destinations qui sont certes très excitantes, mais parfois sur le papier, dans la réalité des choses, ne sont pas à la hauteur. On en parlait de Las Vegas, avec le tracé qui n'est pas du tout, qui ne nous fait pas envie du tout. Et on a oublié Miami. Miami, cette saison, c'était la première en Floride et le tracé n'était… Moi, personnellement, c'est l'un des pires moments de la saison, Miami. On l'a regardé ensemble, il me semble, Clément, et il n'y a pas eu beaucoup de batailles. Il y a un circuit qui… Ah, certes, il y a du show à côté, hein, avec la fosse Marina et tout ça, mais… voilà, donc je pense qu'il il faut vraiment que les patrons de la Formule 1 se ressaisissent un peu et qui… Voilà, mais ça, c'est nos envies, mais forcément, eux ne sont pas du même avis. Mais en tout cas, voilà, trop de courses sprint, parce que moi, forcément, c'est ce que j'ai noté. Il y a eu 3 courses sprint cette saison et c'était super. Et c'était placé à des moments où il y avait de l'enjeu et dans des circuits qui s'y prêtaient. Et la course sprint au Brésil, on a vibré. On a vibré parce qu'on avait Magnussen en pole, mais parce que le titre de vice-champion du monde se jouait et que les batailles au championnat constructeur n'étaient pas encore jouées. Donc forcément… voilà, on veut trop aller vers le show,
vers voilà, la Formule 1, c'est la vitrine du show, tout ça, etc. Mais on perd un peu de logique sportive. Et comme tu as dit, Et tradition, la F1 reste un sport de tradition. Moi, j'ai du mal avec cette période actuelle où on fait table rase des traditions, mais on pourra pas faire sans Interlagos à l'avenir, on pourra pas faire sans Silverstone. On sait que Monaco a été un petit peu critiqué, mais on pourra pas faire sans Monaco. Il faut écouter les fans, il faut écouter les pilotes, il faut écouter les team managers. C'est indispensable. Alors, on n'a plus qu'à dire, cher FIA, cher F1, faites attention à ne pas détruire la discipline. Oui. Pour ce qui est de la réglementation 2023, on va voir avec les nouvelles gammes de pneus Pirelli. Ça a bien fonctionné en termes de dégradation cette année, je trouve. Ouais. On a eu le droit à beaucoup plus de batailles en course. Ouais. Sans trop dégrader les pneus. Je pense que ça vient peut-être plus de la réglementation 2022 que du travail Pirelli, que je critique quand même parce qu'on a vu des gros soucis chez Pirelli en termes de dégradation, en termes de crevaison et tout cela. J'espère, avec tous les tests qu'ils ont menés cette saison, que Pirelli sera au niveau pour nous proposer des pneus encore plus qualitatifs. Moi, je t'avoue que je suis encore nostalgique des batailles entre Bridgestone et Michelin avec les écuries qui choisissaient ou un manufacturier ou un autre. Bon, on fait avec Pirelli. Les résultats sont quand même au rendez-vous. C'est aussi à eux d'écouter les retours des uns et des autres de la part de la FIA, des pilotes et de tout cela. Ouais. Et je vais conclure cet épisode en disant que écouter les sportifs, écouter les pilotes, écouter les managers, les écuries est très important. Et cette saison, on a pu le constater que les pilotes voulaient de plus en plus avoir la parole. On se souvient de Jeddah, l'épisode en Arabie Saoudite où il y avait eu des explosions dans une usine proche du circuit. On se souvient du Japon où il y a eu ce tracteur, ce camion, cette dépanneuse qui était là, qui n'avait rien à faire là sur la course et qui nous a sur le circuit et qui nous a fait repenser bien sûr à l'épisode Jules Bianchi. Voilà. Écoutez, la capacité d'écoute de la FIA et de la Formule 1 est quelque chose qui doit être fortement mise en avant, et il faut qu'il y ait un travail aussi de relation entre les instances dirigeantes. Et de la part des écuries, on l'a vu quand ils ont posé les questions à George Russell et à Charles Leclerc lors du dernier Grand Prix, on a vu les effets bénéfiques d'avoir le ressenti du pilote en piste. Ce n'est pas parce que tu es devant des data ou que tu es dans ton bureau ou dans ta salle VIP que tu vois tout ce qui se passe. Donc, écouter les employés, les mécanos, les pilotes est quand même quelque chose de très, très important, je trouve. Tout à fait. Eh bien, Clément, c'est la fin de cet épisode de 2023. Ça sera le dernier avant un petit moment, mais on espère que la planète Formule 1 sera à l'affût cet hiver, qu'il y aura des petites informations pour pas nous faire oublier ce sport, parce que bon, là, on est dans la Coupe du Monde de football, tout ça, et la Ligue 1 va reprendre, et puis tous les sports aussi. Donc voilà, on espère qu'il y aura… Il y a le compte retour au stand pour toutes les infos que ce soit la F2 où il nous manque encore des infos, où est-ce que va aller Théo Pourchaire, où est-ce que va aller Mick Schumacher, tout ça, ça va nous passionner jusqu'à mi-février où on va reprendre tranquillement cette saison version 2023. Exactement. Clément, bonne trêve hivernale et puis on se retrouve très vite. Salut. Et bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël.